carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. François-Bernard Mache, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Canal Académie. Nous allons explorer dans cette émission ce que vous appelez les archétypes et les mythes dans la musique. Vous menez cette réflexion depuis longtemps, depuis votre premier livre en 1983, Musique, mythes et nature ou les dauphins d'Arion, et puis plus récemment un livre aussi de réflexion, Musique au singulier, paru aux éditions Odile Jacob. Alors j'ai trouvé une phrase qui résume à peu près votre pensée. Le substrat mythique est à la source des plus grands pouvoirs de la musique, même s'il s'accomplit souvent à travers des imaginations individuelles ou collectives qui prétendent s'en libérer. C'est une phrase qui résume un peu le paradoxe. En effet, oui, c'est un des résumés possibles de ces réflexions que je conduis depuis plus de 20 ans et auxquelles j'ai recouru parce que ma pratique de compositeur m'y amenait. C'est-à-dire que j'avais une certaine curiosité vis-à-vis de ce que j'avais fait et c'est pour comprendre après coup les implications esthétiques et philosophiques, on peut dire, de mes pratiques un peu bizarres que j'ai dû réfléchir et leur trouver une légitimité, mais surtout après coup. Car pendant qu'on compose, on n'a pas le même type de lucidité. Oui, donc vous êtes à la fois musicologue et compositeur en fait. Oui, je dirais même compositeur et musicologue. Donc, parlons de cette démarche que vous évoquiez à l'instant. Vous avez donc beaucoup voyagé et vous êtes intéressé aux musiques autres que la culture dans laquelle vous avez grandi. Et vous appliquez à mélanger ainsi, dans le même morceau, des musiques d'origine très différentes. On peut résumer ça comme ça ? Non, on ne peut pas résumer ça comme ça parce que ce que vous évoquez, c'est plus ce qu'on a appelé la world music, c'est-à-dire une espèce de carnaval universel sans beaucoup de réflexion. Non, moi, ce qui m'a marqué, c'est le fait que je puisse être sensible à des musiques appartenant à des cultures dont j'ignorais l'essentiel. Donc, j'ai été toujours frappé depuis, alors ça remonte aux années 50, par le fait qu'on peut, même si c'est à l'occasion de malentendus, on peut être ému par des musiques indiennes, par des musiques japonaises, tibétaines, indonésiennes, etc., alors qu'on ne participe pas à ces cultures. Il y a donc dans toutes les musiques une part universelle, mais cette part, on l'a longtemps cherchée dans l'universalité du système tonal, c'est-à-dire qu'on était dans une vision un peu impérialiste de la culture européenne comme le modèle de toutes les autres. Or, évidemment, on s'est aperçu après la Deuxième Guerre mondiale que ce schéma était complètement caduc et pour accompagner la redécouverte de l'autre, des autres cultures, il a fallu, je crois, mettre au point un certain nombre de principes de réflexion, de concepts qui n'avaient pas cours au temps où l'Europe se prenait pour le centre du monde. Donc vous êtes parti d'un ressenti en fait personnel. Oui. Vous dites qu'il peut y avoir malentendu. De quel malentendu parlez-vous ? Malentendu, parce que par exemple une musique qui aura une fonction essentiellement sociale dans son contexte d'origine pourra être ressentie tout à fait différemment. Je prends l'exemple d'une musique qui a été découverte en 1945 au Japon, qui est la musique de la cour impériale, le gagako. Même les Japonais ne la connaissaient pas. C'était une musique complètement ésotérique, limitée à la cour impériale. Et lorsque les Européens ont découvert cette extraordinaire musique, ils l'ont ressentie comme une sorte d'expressivité pathétique. Alors que pour les Japonais, c'était au contraire un monde de noblesse extrême lié à l'empereur. Mais l'empereur du Japon ne fait pas rêver les Européens. Donc il y a en revanche des traits de cette musique comme des grands glissandis lents appartiennent à notre tradition de la diction théâtrale. Donc on l'a écouté à travers un vague souvenir de Mounet Sully et de Sarah Bernard. Voilà ce que j'appellerais un contresens fécond. C'est-à-dire qu'on peut, dans toute musique, il y a plus
que l'imaginaire qui a été mis volontairement dedans. Donc vous vous appliquez à essayer de comprendre s'il y a effectivement et quels sont ces archétypes musicaux et ce ressenti commun. Est-ce que ce ressenti commun est d'ordre est transcendantal ou d'ordre sacré? Est-ce qu'il y a... Le sacré, c'est autre chose. C'est pas le rapport entre toutes les cultures, c'est plutôt le lien entre le culturel et l'univers. C'est autre chose. Mais je pense qu'il y a, enfin, c'est l'hypothèse à laquelle je suis parvenu, c'est qu'il y a dans toutes les musiques du monde, comme dans toutes les cultures, un certain nombre de traits qui renvoient nécessairement à une nature humaine. Et cette expression de nature humaine avait été littéralement censurée à l'époque, en particulier de l'existentialisme dans notre culture, où on estimait que le destin de l'humanité et sa vocation, c'était une libération indéfinie. Et on ressentait la nature essentiellement comme ce qui empêche cette libération. La nature était un déterminisme auquel il fallait coûte que coûte échapper. Et encore aujourd'hui, beaucoup de gens partagent cette idée. Donc une vision progressiste aussi de l'histoire. C'est ça. Et alors cette vision progressiste de l'histoire, elle a évidemment commencé à être mise en doute très sérieux par des démarches exemplaires comme celle de Lévi-Strauss. Le structuralisme a montré que l'histoire n'était qu'une façon de regarder les choses. Il y avait une autre façon perpendiculaire, si j'ose dire, de voir les mêmes phénomènes. Et puis alors, lorsque on a eu un échec politique comme la chute du mur de Berlin, évidemment, le progressisme politique ayant été violemment mis en doute, le progressisme intellectuel a suivi. Ou bien il a précédé dans certains cas. Alors la musique était un art où les enjeux sociaux ne sont pas, contrairement à ce qu'on avait voulu dire en mai 68, ne sont pas dominants. La sensibilité musicale est beaucoup plus facilement en prise avec ces universaux parce qu'ils sont, avant qu'ils soient marqués par une récupération sociale ou politique. Et j'ai cité le nom de Lévi-Strauss, mais c'est évidemment le précurseur de cette démarche essentielle qui consiste à dire que tout n'est pas relatif à un imaginaire individuel ni à un imaginaire collectif en tant que source, mais tout est déchiffrable comme une sorte de partition. Alors, cette image de la partition, évidemment, a interpellé les musiciens. Les musiciens ont des réserves parce que la partition n'est jamais la musique. Elle est jamais qu'un code, un mode d'emploi, si on peut dire. Mais il y a une vérité profonde qui a été aperçue par Lévi-Strauss, c'est-à-dire qu'il y a une parenté entre la pensée mythique et la musique, cette parenté n'étant pas forcément approchée par une réflexion de type structuraliste. Dans le même sens, il y a eu Gilbert Durand qui a essayé de mettre en évidence les structures anthropologiques de l'imaginaire, et c'est une lecture que j'ai faite tardivement, malheureusement, mais qui rejoignait complètement mes préoccupations, et qui va dans le même sens, c'est-à-dire l'existence de déterminisme naturel qui conditionne une grande partie de la sensibilité et de la pensée humaine. Alors, en musique, comment approcher ces universaux? Après les avoir constatés empiriquement, j'ai essayé de les comprendre. Est-ce que la nature joue une grande part dans ces archétypes? Je renvoie les auditeurs à notre émission que nous avons fait sur les oiseaux, en particulier dans l'œuvre de Messiaen. On peut élargir au vent, à la mer, ou à tout élément naturel qui produit du son. Bien entendu, il faut distinguer entre la nature comme ensemble de phénomènes perceptibles et la nature selon son étymologie, c'est-à-dire la puissance vitale, la législation des choses. Et ce sont deux points de vue difficilement compatibles. Et ça a été justement un des principaux problèmes que j'ai trouvé. Parce que, ayant eu ma formation d'abord comme un des membres fondateurs du groupe de recherche musicale autour de Pierre Schaeffer, j'ai d'abord appris à écouter comme musique des sons qui n'appartenaient pas encore à la sphère musicale. Et cette libération de l'écoute
où Messiaen d'ailleurs m'a encouragé, a entraîné justement une interrogation. Qu'est-ce qui fait qu'on peut écouter un son naturel comme une musique? Et cela depuis toujours, parce que c'est pas seulement avec des guillemets que les oiseaux sont musiciens, on s'en est aperçu il y a déjà plusieurs milliers d'années. Mais Messiaen avait donné à cette approche un caractère souverain, on peut dire. Et étant élève de Messiaen, je ne voulais pas le suivre complètement sur ce terrain où j'avais l'impression qu'il avait tout dit. Au contraire, j'ai recherché la présence de la musique mais aussi dans des sources animales, mais pas les oiseaux. Et alors là, je restais à la nature en tant que phénomène. Je remarquais un certain nombre de ce que j'ai appelé ensuite des phénotypes, c'est-à-dire en somme des structures sonores comparables avec des références complètement hétéroclites et indépendantes, des cultures qui n'ont jamais communiqué historiquement, ou même le rapport entre des espèces différentes, espèces animales et espèces humaines. Et le fait que l'on rencontre expérimentalement les mêmes organisations, dans beaucoup de cas chez les animaux lorsqu'ils sont chanteurs et chez l'homme, est une chose tout à fait troublante. Il y a très peu de processus musicaux qui ne se rencontrent pas chez certaines espèces. Par exemple, les modes de la répétition sont en gros les mêmes dans le monde animal globalement et dans le monde humain. Les phénomènes d'écho, différés ou en répond immédiat. C'est ça, le phénomène du refrain, l'organisation de la strophe. Tout ça peut se rencontrer chez tel et tel animal. Des ostinatos. L'ostinato est un des plus primitifs de ces phénotypes. Alors, peut-on en déduire qu'il s'agit là de données universelles si on exige qu'une donnée, pour être définie comme universelle, soit constatée sans exception dans toutes les pratiques sonores, et évidemment, on n'en trouvera pas. Mais c'est là donner à l'exception un rôle exorbitant parce que, en réalité, ce qui est important, c'est de savoir si des solutions analogues se rencontrent dans des cultures qui n'ont pas eu de communication. Et ma familiarité avec pas mal de cultures m'a conduit à présenter même un montage comme ça, appartenant à 6 ou 7 références tout à fait indépendantes, et où on a l'impression que c'est la même musique qui continue. Nous vous proposons de l'écouter.
Comment est-ce possible? Comment peut-on avoir des procédés polyphoniques, par exemple, que l'on rencontre au Niger, à Taïwan, en Assam, aux Philippines, et en Albanie, dans des endroits qui n'ont évidemment historiquement eu aucun contact. Eh bien, lorsque je me suis aperçu que cet étonnement était le même que celui des premiers mythologues qui, à l'époque de Fraser, au début du XXe siècle, ont découvert que les récits mythiques reprenaient curieusement un certain nombre d'images qu'on retrouvait partout, le déluge, les jumeaux divins et bien d'autres. Et ils se sont posé la question et la réponse a été, parce qu'on était dans une civilisation où l'histoire était toute puissante, la réponse a été diffusionnisme, c'est-à-dire que l'humanité a adopté de proche en proche, comme ça, un certain nombre de récits. C'est peu probable. C'est peu probable parce que si on rencontre, comme je l'ai fait, un même mythe chez les orphistes grecs du 5e siècle avant notre ère et chez les Japonais ou les habitants des Nouvelles-Hébrides, il y a peu de chances qu'il y ait une diffusion. Ou alors, s'il y en a eu une, elle a eu lieu à une date tellement lointaine que ça revient au même que si on disait qu'il s'agit d'une pensée naturelle. Alors, j'ai lâché le grand mot, si vous voulez. J'ai donc été conduit à adopter le constat qu'il doit y avoir une nature humaine, puisque les mêmes solutions reparaissent spontanément à des endroits qui ne sont pas en relation. Alors, François-Bernard Mache, vous parliez un tout petit peu plus tôt peut-on parler de structure musicale chez les animaux et du moins un rapprochement entre certaines structures musicales utilisées par les hommes qui font écho, concordent, coïncident, tous ces termes sont justes. Oui. Comment se fait le rapprochement? On a longtemps pensé qu'il s'agissait justement d'une imitation, mais et en effet l'imitation dans le monde du vivant elle est omniprésente. Mais là aussi il faudrait réfléchir sur la portée de cette imitation, parce que les oiseaux qui ont un chant individuel le plus remarquable sont les meilleurs imitateurs. C'est-à-dire que l'imitation n'est pas du tout une panne de l'imaginaire, c'est au contraire une agilité accrue de l'invention individuelle grâce à des références. Il y a par exemple un oiseau en Australie qui est bien connu comme un peintre, c'est l'oiseau jardinier qui se crée des boudoirs peints avec des baies bleues. Mais en même temps, c'est un oiseau qui imite à la perfection tout son environnement, vivant ou inanimé, à tel point qu'on se demande, dans son cas comme dans celui de plusieurs autres espèces, quel intérêt la nature peut avoir à identifier un mâle comme appartenant à 36 espèces différentes. Créer une ambiguïté comme ça de la part de la femelle pourrait compromettre les chances de reproduction normalement. Or, pas du tout. Tout se passe comme si les femelles, pour ces espèces, étaient attirées par l'étalage d'un bagage culturel, je dirais. C'est-à-dire que, de même qu'il faut reconnaître une part de nature dans l'esprit humain, qui s'oriente vers des situations types qu'on retrouve partout, de même il faut admettre l'esquisse d'une dimension culturelle chez l'animal. Et ça, un certain nombre de penseurs actuellement développent cette réflexion. Je pense à des gens comme Dominique Lestel, auteur d'un très beau livre sur les origines animales de la culture, ou à Philippe Descola, qui était mon confrère à l'École des hautes études. Il y a maintenant, c'est une réflexion qui est licite, même si elle est encore très controversée. Est-ce qu'on peut écouter des enregistrements d'animaux que... Alors, on peut écouter, par exemple, un extrait d'une œuvre où j'utilise les chants d'oiseaux, mais pas comme Messiaen, pas avec une valeur symbolique et pas comme modèle élaboré de façon un peu abstraite, mais comme une présence sonore mélangée avec la présence instrumentale. Donc sur bande magnétique. Sur bande magnétique. C'est pas des instruments qui exécutent. Il y a aussi des instruments et il se produit à certains moments une telle fusion qu'on ne sait plus très bien si ce qu'on entend est un chant d'oiseau ou un instrument avec un timbre un peu bizarre. Alors quel est le nom de cette œuvre ? J'en ai fait plusieurs dans cet esprit. Il y en a une qui s'appelle Nalwan, l'autre Sopiana. Ce sont des noms étrangers à la tradition européenne parce que c'est une démarche qui se veut justement plus large que ma propre tradition. Alors nous vous proposons de l'écouter.
François Bernard Mache, vous parliez un tout petit peu plus tôt des inspirations mythiques ou mythologiques. Et effectivement, vous avez plusieurs œuvres portent même des noms explicites, tels que Styx, Cassiopée, Eridan, etc. Est-ce que vous voulez bien expliciter le cheminement qui vous amène des archétypes musicaux universels dont vous venez de parler à un travail à partir des mythes, les mythes qui sont au contraire des archétypes dont nous venons de parler. Les mythes sont quand même une construction humaine un peu plus élaborée, c'est quand même autre chose. Je dois m'expliquer sur le sens que je donne au mot mythe. Mm-hmm. Je le distingue tout à fait du mot mythologie. Mm-hmm. C'est-à-dire que pour moi, le mythe n'est pas une construction humaine, c'est une imagerie que l'on organise sous forme de mythologie, c'est-à-dire qui est récupérée par le discours. Mais le mythe, pour moi, reflète un état de la pensée qui est soit indépendant, soit antérieur au langage. On raconte des histoires, mais le mythe, c'est pas la légende. Le mythe, c'est ce qui fait, c'est cette imagerie interne qui fait que l'homme pense à des situations, à un enfant qui va sauver le monde, à un déluge qui va au contraire le détruire, avant même qu'il ait appris à lire ou à écouter des récits. Donc c'est inconscient ou préconscient ? C'est préconscient, en effet, et ce qui est important et qui est commun à la pensée, je crois, de la plupart des philosophes qui se sont intéressés au mythe, c'est que le mythe est le lieu où l'inconscient communique avec le conscient. Et comme la musique est, à mon sens, l'art où cette communication est la plus immédiate, la musique est très proche du mythe, bien qu'elle soit sans rapport évident avec la mythologie. C'est-à-dire qu'il y a des musiques qui peuvent être mythiques sans raconter la moindre histoire. C'est Gilbert Durand, vous le citez dans votre livre, qui dit « Plutôt que de raconter comme le fait l'histoire, le rôle du mythe semble être au contraire, de répéter comme le fait la musique. » Voilà, c'est une phrase que je trouve remarquable et qui m'a paru vraiment une illumination parce que j'avais déjà intuitivement une position proche de ça et il a trouvé une formulation là qui est tout à fait exemplaire. C'est-à-dire que bien avant les mythologies, il y avait du mythique dans la musique. Bien sûr chez Wagner, mais Wagner, lui, a fait tout le chemin du conscient à l'inconscient et aller-retour. C'est-à-dire qu'il a aussi fait référence à des récits mythologiques. Et il y a d'autres musiciens qui en ont fait autant, mais ce qui est important, c'est que il faut reconnaître à la dimension mythique en musique un rôle qui n'est pas du tout une contrainte ou un déterminisme qui nuirait à la liberté de l'imaginaire, mais au contraire, quelque chose qui permet à l'imaginaire de se développer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... le fait qu'il y ait une nature humaine n'est pas une limitation tragique, parce que, justement, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a une dimension culturelle dans la nature. De façon très concrète, on a découvert, par exemple, que les troupeaux de baleines avaient un répertoire qui leur était propre et que ce répertoire était remis à jour chaque année. On a découvert que chez certaines espèces d'oiseaux, il y avait des accents régionaux qui faisaient qu'une alouette dans l'ouest de la France ne chante absolument pas comme une alouette de Sibérie, par exemple. Et c'est la même espèce. Il y a des traditions culturelles et dans certains cas, comme les bouvreuils de Nicolaï, connu de tous les biologistes, il y a une domination de la transmission culturelle par rapport à l'instinct. C'est-à-dire qu'il y a des oiseaux qui, élevés par des parents adoptifs d'une autre espèce, chanteront toujours comme leurs parents adoptifs et transmettront ce chant adopté à leurs propres enfants. Oui, donc de l'acquis, de toute évidence. Donc là, c'est un exemple où une musique d'un petit groupe l'emporte sur les sollicitations naturelles. J'ai noté aussi une autre citation qui m'a beaucoup marquée, celle d'Umberti,
qui dit « Toute l'invention créatrice consiste à réélaborer ce matériau inconscient ou préconscient commun à toute une culture, universel dans ses éléments les plus archaïques, dans une gestuelle stylistique capable de les assimiler, au travers des jeux de miroirs indéfiniment répétés, à travers des résonances émotionnelles multipliées, se transmet du compositeur à l'auditeur le message. » Oui, mais comment est-ce possible ? C'est-à-dire que qu'est-ce qui m'autorise à dire que ces formes sonores que l'on rencontre dans beaucoup de cultures humaines et même jusque dans des cultures animales sont des structures archétypales ? Je me suis donné une méthode d'approche relativement prudente, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas en effet qu'il y ait une ressemblance extérieure pour en inférer immédiatement qu'il s'agit d'une donnée naturelle. En plus, il peut y avoir des structures sonores qui se ressemblent extérieurement, mais qui participent d'une origine différente, à l'intérieur même d'une même musique. Je prends un exemple. La musique européenne du XVIIIe, XIXe siècle était tonale, et l'accord type du système tonal, c'est l'accord de Do majeur ou l'accord majeur. Or, il y a des cultures tout à fait indépendantes qui utilisent des mélodies qui ressemblent à des accords arpégés. Au lieu de faire Do, Mi, Sol, elle fait Do, Sol, Mi, Do, Sol, Do, Mi, Sol, etc. Donc des renversements. Toutes sortes de renversements qu'on serait tenté de dire de l'accord parfait. Seulement dans ces cultures, il n'y a pas d'accord. Parfait ou imparfait, majeur ou mineur, il n'y a pas cette dimension et il n'y a pas des enchaînements d'accords différents. C'est-à-dire que c'est plutôt en réalité une échelle mélodique avec de grands intervalles qui coïncident plus ou moins avec ce que nous appelons des tierces et des quintes. Mais c'est en réalité une production d'origine différente. Est-ce que dans ce cas-là, on peut parler d'une universalité de la tonalité majeure ? Évidemment pas, car une forme extérieurement semblable peut renvoyer en réalité à un processus d'émergence tout à fait indépendant. Donc je pense que pour qu'il y ait un indice laissant penser qu'on a affaire à un véritable archétype, il faut qu'il y ait une ressemblance perceptible, mais il faut aussi qu'il y ait une ressemblance dans la démarche qui produit cette sonorité. Et j'ai appelé ce qui est perceptible phénotype et ce qui est de l'ordre de la démarche, de la production, du processus, je l'ai appelé génotype, en me référant évidemment, en changeant un petit peu le sens de ces termes de la biologie, et en disant qu'il y a de fortes chances qu'on ait affaire à un archétype si les deux coïncident. C'est-à-dire si deux démarches analogues produisent indépendamment des résultats comparables. Et ça, c'est surtout dans le domaine de la répétition et du rythme que c'est perceptible. Oui. Par exemple, du rythme plus que de l'harmonie, en fait. Oui. Par exemple, le fait que si une succession de sons accélère, elle va aussi presque partout correspondre à un crescendo. Le reste, accéléré en diminuant, est rarissime et ça n'est pas naturel. Par contre, dans beaucoup de cultures, on aura cette association de l'accéléré et de l'augmentation du niveau dynamique. Pourquoi ? Parce que c'est lié à la physiologie humaine et il y a beaucoup de choses comme ça qui sont liées à des points de passage obligés en quelque sorte, ce qui peut se dire aussi des lieux communs. Vous, François-Bernard Mache, vous venez de parler en tant que musicologue. Est-ce qu'on peut parler de vous en tant que compositeur aussi ? Je préférerais. On commençait l'émission en disant que vous avez mené cette réflexion a posteriori, à partir de certaines de vos œuvres et de vos réflexions, et de ce que vous aviez entendu. Est-ce que vous avez aussi composé à partir de cette réflexion ? Oui, bien évidemment. Lorsqu'on prend conscience des implications de quelque chose, si on reprend la même démarche, elle sera enrichie par ces implications. Mais là, je m'interdis d'aller trop loin. Je ne fais jamais une composition comme un exercice d'application d'une théorie. Je n'ai pas de théorie. C'est un exercice de style à ce moment-là. Je n'ai pas de système. C'est-à-dire que je préfère ne pas me poser de questions sur la légitimité de ce que je fais au moment où je le fais, et puis à dire, on verra bien après si j'avais le droit de faire ça ou pas. Il faut avoir cette liberté
qui est, je crois, la qualité essentielle pour l'imaginaire. Et vous êtes assez éloigné des écoles formalistes complètement, ou surréalistes, complètement. etc. Je pense même que le formalisme a été un des grands échecs de la musique du XXe siècle. En revanche, je pense qu'il y a un lien étroit entre la musique ou l'activité artistique d'une manière générale et le jeu. C'est par l'intermédiaire de cette notion de jeu que les rapprochements entre les espèces animales et humaines dans le domaine musical peuvent être compris. Ces rapprochements, c'est le fait que finalement, l'activité artistique, c'est l'esprit d'enfance poursuivi jusqu'à l'âge adulte, mais avec des moyens supérieurs. Donc, quand on dit « je joue de la musique », on ne fait pas un jeu de mots, hein, on joue vraiment. Il doit y avoir ce plaisir ludique dans la musique. Et une musique qui ne se donne pas ce plaisir manque de quelque chose. En revanche, c'est un jeu sérieux. C'est-à-dire qu'il y a aussi une autre dimension. Je crois que c'est vous qui avez prononcé l'adjectif sacré tout à l'heure. Bien oui, je le reprends, cet adjectif, parce que je pense qu'il y a une dimension sacrée dans certaines musiques, pas forcément dans toutes, mais et que cette dimension sacrée a longtemps été confondue avec la dimension religieuse, mais que depuis le XXe siècle, même on peut dire là depuis Wagner, les deux notions se sont séparées. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un sacré chez des agnostiques. Des gens comme Xenakis, par exemple, sont des musiciens du sacré. Qu'est-ce que ça veut dire? Du transcendantal Ça veut dire que ce n'est pas un message sonore envoyé d'un homme vers d'autres hommes. Cette communication propre à la musique est importante, mais elle n'épuise pas les fonctions de la musique. Ça veut dire que la musique est aussi un lien avec l'univers, au-delà même de l'espèce humaine et peut-être même au-delà du vivant. C'est-à-dire qu'il y a une dimension métaphysique et spirituelle dans la musique, même lorsqu'elle est indépendante de toute foi religieuse. Et cette dimension du sacré, elle a pris, je crois, une importance particulière au XXe siècle chez des gens très différents. Il y a Messiaen, bien sûr, pour la foi catholique. Il y a Stravinsky aussi. Et même chez des agnostiques comme Bartók ou Xenakis, je crois que c'est très important. Ça veut dire qu'on s'est écarté d'un certain humanisme où l'homme exprime des sentiments individuels ou collectifs. Bien sûr, la musique a aussi cette fonction, et si la musique n'a pas de dimension affective, elle est un exercice ennuyeux, mais à mon avis, elle ne doit pas se limiter à cette dimension affective. Sinon, alors on a un artisanat ou même une industrie dans laquelle on baigne actuellement. Pour finir, François-Bernard Mache, j'aimerais bien comprendre votre réflexion sur les mythes et la mythologie. Vous disiez qu'il ne s'agit pas d'histoire en tant que telle, plutôt de substrats préconscients qui nous habitent tous culturellement. Vous allez quand même assez loin en essayant d'analyser tout de même des mythes qui sont sous forme de récits et d'histoire. Et vous notez justement que la musique est une pierre centrale de ces mythes. Il y a un point de contact entre la mythologie et la musique, c'est lorsque la musique se fait narrative. C'est-à-dire lorsque, à partir des mêmes images qui s'imposent malgré la réflexion, en quelque sorte, à l'artiste, une narration apparaît. La mythologie, c'est une façon d'organiser, tant bien que mal, consciemment, des images qui se sont imposées comme des hallucinations, je dirais. Et la preuve, c'est que des relations qui, dans la vie courante, sont parfaitement distinguées, comme être le fils de quelqu'un ou être le père de quelqu'un, c'est pas la même chose, dans la mythologie, sont interchangeables. De même que dans des récits comme ceux relatifs au mythe du plongeon, que j'analyse dans Musique, mythe, nature, on trouve quelquefois une répartition des rôles complètement différente. Les dauphins sauvent Arion en le prenant sur leur dos après son plongeon dans la mer, et inversement, les pirates qui avaient agressé Dionysos sont transformés en dauphins. C'est-à-dire que ou bien les dauphins sont des héros positifs qui luttent contre les méchants, ou bien ce sont les méchants qui deviennent positifs. Les rôles sont un peu interchangeables parce que ce qui est apparu, c'est l'image dramatique
à laquelle on essaye ensuite de trouver un sens. Je pense qu'en musique, il y a la même chose. En musique, il y a des choses qui frappent à la porte en quelque sorte, et on va essayer d'en faire quelque chose en trouvant une cohérence. Mais la source vient, je crois, d'un niveau inconscient. La conscience aura le rôle du démiurge, trouver dans ce chaos d'images un sens, qui n'est pas forcément un sens inédit. Il y a des recettes qu'on trouve, il y a un rapport entre la mythologie et les légendes, et le conte populaire. Le conte populaire est une forme dégradée de la mythologie, mais c'est une forme qui est beaucoup plus logique. La mythologie échappe encore à la logique. Est-ce que vous voulez bien expliciter ce parallèle entre une narration musicale et la narration d'un mythe ou d'une histoire Là, il faudrait entrer dans l'analyse musicale, et c'est difficile. C'est difficile de lancer des généralités aussi énormes sans avoir le temps de les justifier, mais j'ai essayé de le faire dans mes livres. Oui. Alors je renvoie les auditeurs aux livres, et c'est vrai qu'ils sont passionnants, et c'est dommage qu'on puisse pas plus l'expliciter. J'espère qu'on aura l'occasion. Donc 2 livres, Musique au singulier, paru aux éditions Odile Jacob, Musique, mythe, nature, les dauphins d'Arion, paru aux éditions Méridien Klingsink. Est-ce que, pour terminer, vous voulez bien nous passer un extrait sonore de ce dont nous avons parlé aujourd'hui ? Volontiers. Alors, peut-être, on a entendu un extrait animalier, je dirais. Il y a aussi des œuvres auxquelles j'ai donné un titre se référant à un mythe, mais qui ne sont pas des œuvres à programme. Et où simplement, je pense qu'on retrouve quelque chose de l'esprit mythique. Maintenant, quoi ? C'est le problème de la communication entre conscient et inconscient. La musique n'est pas là pour proposer au langage une matière à définir. Elle est, à mon avis, elle englobe le langage plutôt que le langage ne l'englobe. Alors, qu'est-ce que vous choisissez de nous faire entendre ? Un extrait d'Andromède, peut-être. D'accord. Nous l'écoutons tout de suite.
Merci beaucoup François Bernard Mache d'être venu dans nos studios pour nous expliciter votre pensée. Merci. Merci. Carrefour des Arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.